Je m'appelle Camélia. Debout sur ma terrasse, à regarder mes parents pleurer dans l'obscurité, je me rappelle une époque où c'était moi qu'ils rejetaient. Il s'est écoulé 5 mois depuis cette nuit fatidique, et maintenant ce sont eux qui sont dans le désespoir, m'appelant chaque soir pour me dire qu'ils ont plus que jamais besoin de moi. Mais laissez-moi vous ramener au moment où tout a commencé. Je viens d'une famille aisée d'une petite ville de province très soudée près de Lyon. Mon père, Jean-Pierre, est un entrepreneur bien connu qui dirige une entreprise de BTP prospère nommée Lefebvre et Fils. Ma mère, Béatrice, est une femme du monde qui ne vit que pour l'image publique de la famille. Et mon jeune frère, Hugo, est l'enfant prodige, toujours sous les projecteurs. Pendant 2 ans, alors que je travaillais en télétravail comme responsable de stratégie digitale pour une entreprise technologique de taille moyenne, je me suis aussi retrouvée à gérer les opérations en coulisses de l'entreprise de mon père. C'est moi qui ai modernisé le processus de gestion de projet, négocié de meilleurs tarifs avec les fournisseurs de matériaux et veillé à ce que la présence en ligne de la société soit irréprochable. Malgré tous mes efforts, mon travail était invisible aux yeux de ma famille. Mon père ne valorisait que le travail physique sur les chantiers. Il pensait que rester assise devant un ordinateur toute la journée était une perte de temps. Il disait souvent que le vrai travail se faisait avec les mains et non avec un clavier. Ma mère, quant à elle, se souciait davantage de l'apparence de la famille aux yeux de la communauté. Elle présentait toujours Hugo comme le fils ambitieux et travailleur, tandis que j'étais la fille instable qui ne savait pas garder un emploi. Un jour, mon entreprise a perdu un client majeur et a dû licencier la moitié du personnel, y compris moi. Quand j'ai annoncé la nouvelle à ma famille, leurs réactions ont été déchirantes. Mon père s'est calé dans son fauteuil en cuir, sirotant son cognac, et a ri. Il a ricané en disant qu'il avait toujours su que je n'étais que des paroles et aucune action. Ma mère a simplement continué à préparer les fleurs pour la réception qu'ils organisaient pour Hugo, qui venait de décrocher un stage non rémunéré dans un cabinet d'architectes prestigieux à Paris. C'était le genre de stage dont mes parents se vantaient auprès de leurs amis, comme s'il s'agissait d'un ticket d'entrée pour un club d'élite. J'ai demandé si je pouvais au moins assister au dîner dans le jardin. Ma mère m'a lancé un regard de dégoût. Elle m'a demandé si c'était pour gâcher l'ambiance et rappeler à tout le monde mon échec, puis elle a ajouté un non-merci catégorique. Hugo est intervenu en disant qu'il avait mérité cela. J'ai répondu qu'il n'avait gagné que de la pitié et de la honte. J'ai retenu mes larmes car je savais que montrer mes émotions ne ferait que les faire se sentir plus puissants. J'ai simplement souri et j'ai dit qu'il regretterait cette célébration un jour. Le jour de la fête, le jardin a été transformé en un espace événementiel glamour. Il y avait des guirlandes lumineuses, des tables élégantes et un petit orchestre de jazz. Les invités ont commencé à arriver, y compris des amis du club de tennis, des clients de longue date et les amis du club de bridge de ma mère. J'étais affamée, alors j'ai décidé de descendre et de prendre une collation rapide dans la cuisine. Dès que j'ai tendu la main vers une assiette, mon père est apparu dans l'encadrement de la porte. Il m'a dit d'arrêter tout de suite car il ne voulait pas que mon humeur gâche la fête. Quelques invités dans le couloir se sont retournés pour regarder. J'ai expliqué que j'avais juste faim, mais ma mère est apparue à ses côtés avec un faux sourire. Elle a sifflé que c'était une célébration et non une soirée de lamentation. Hugo a suivi, un verre à la main. Il s'est moqué en disant que si je sortais ainsi, tout le monde se demanderait quel genre de raté j'étais. Certains invités ont ri nerveusement. J'ai demandé à mon père s'il me mettait vraiment à la porte de la fête dans ma propre maison. Il a haussé les épaules et a dit que je devrais alors arrêter d'être inutile et faire quelque chose de productif. À ce moment-là, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. J'ai réalisé qu'il n'allait jamais m'apprécier, peu importe ce que je ferais. J'ai dit qu'il m'avait insulté avec une telle précision que mon chagrin était devenu une simple question d'arithmétique. Ma mère a croisé les bras et m'a accusé d'être égoïste, affirmant qu'Hugo avait enfin une chance de briller et que je n'étais que jalouse. Hugo a ricané et a répété que je n'avais rien gagné d'autre que la honte. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai souri et je leur ai dit qu'ils le regretteraient, puis je suis sortie par le portail latéral et je me suis assise dans ma voiture. De là, je pouvais entendre les rires et les toasts célébrant le succès d'Hugo.
J'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai commencé à lister tout ce que j'avais fait pour l'entreprise familiale. À minuit, j'avais 73 articles. À 2 heures du matin, il y en avait 91. À 3h20, j'ai écrit en haut de la note qu'il ne me manquait pas mais qu'il s'externalisait à travers moi. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises et je suis partie. Ma mère m'a demandé si c'était encore un caprice, et mon père a crié que je reviendrais dès que je réaliserais que le monde réel était dur. Je leur ai dit que j'allais enfin faire quelque chose d'utile et je suis partie. J'ai loué un petit appartement au-dessus d'une librairie locale. La propriétaire, Madame Lambert, était une femme au grand cœur. Quand je lui ai parlé de mon travail, elle a dit que j'étais donc celle qui rendait fluides les entreprises désordonnées. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un reconnaissait ma valeur. J'ai passé mes journées à postuler pour des emplois et à travailler en freelance. L'un de mes anciens clients, Romain, s'est souvenu de moi pour avoir réglé un désastre de campagne digitale majeur en seulement 2 jours sans faire de vagues. Il m'a embauché pour un projet puis m'a recommandé à d'autres clients. Lentement, je reprenais pied. Pendant ce temps, les appels de la maison ont commencé à arriver. Au début, ce n'était que des questions pratiques. Ma mère m'a envoyé un SMS demandant où se trouvaient les fichiers de projet mis à jour. Mon père a appelé pour se plaindre qu'un client demandait un plan révisé et qu'il ne trouvait pas le bon système de classement. Hugo a envoyé un message demandant les identifiants de connexion pour le stockage cloud de l'entreprise. Ils ne m'ont pas demandé une seule fois comment j'allais. Au fil des semaines, de petits problèmes ont commencé à s'accumuler dans l'entreprise de mon père. Il a raté une date limite de permis pour un projet à grande échelle, ce qui a entraîné une lourde amende. Ma mère a envoyé une facture incorrecte à un client important, provoquant une rupture dans la relation commerciale. Hugo a réservé 2 fois la même visite de chantier, ce qui a donné à l'entreprise un aspect non professionnel. Le coup de grâce est arrivé lorsqu'ils ont perdu le contrat de la famille de Valois. Les de Valois étaient une famille riche de la ville et leur projet était une vitrine pour Lefebvre et Fils. J'avais construit une relation solide avec eux de toutes pièces. Je me souvenais de chaque détail de leurs préférences, du type de chaîne qu'ils voulaient pour le parquet à la palette de couleurs de l'intérieur. Mais ma famille, dans son arrogance, a pensé qu'elle pouvait gérer la situation sans moi. Ils ont commis une série d'erreurs. Ils ont utilisé le mauvais type de matériaux, ont ignoré les suggestions de design des de Valois et ont manqué plusieurs échéances importantes. Les de Valois étaient furieux et ont résilié le contrat. Ce fut un coup dur pour la réputation de l'entreprise, et de nombreux autres clients potentiels ont commencé à se rétracter. C'est alors que les appels de ma famille sont devenus désespérés. Ma mère laissait des messages vocaux en sanglotant, disant que mon père était sous pression et que je devais revenir. Hugo envoyait des messages paniqués, me demandant des conseils sur la façon de sauver la situation. Ensuite, ma mère m'a invité à dîner dans mon bistrot italien préféré. J'y suis allée, non pas parce qu'il me manquait, mais parce que je voulais voir s'il y avait un réel remords. Quand je suis arrivée, mon père paraissait plus vieux et plus fatigué. Hugo était agité et sur son téléphone. Mon père est allé droit au but en exigeant l'accès au système que j'avais mis en place. Je l'ai regardé et j'ai demandé s'il m'avait invité ici pour des mots de passe. Ma mère a essayé d'arranger les choses en disant qu'ils avaient tous dit des choses qu'ils regrettaient et que tout le monde était sous le coup de l'émotion. Je lui ai demandé ce qu'elle regrettait exactement. M'avoir traité de raté. Avoir laissé les invités se moquer de moi. Avoir dit aux gens que je n'étais pas fiable. Elle a gardé le silence. Hugo est intervenu en disant qu'ils étaient sous pression et que je devrais aider si j'avais un peu de loyauté. Je l'ai regardé et je lui ai demandé si, au cas où je serais venu ce soir fauché et sans emploi et sans pouvoir les aider, l'un d'entre eux serait encore assis à cette table. Personne n'a répondu. Mon père a marmonné que je devenais trop personnel. Je me suis penché en avant et j'ai dit que c'était devenu personnel quand il s'était moqué de moi. C'était devenu permanent quand il avait fait de moi la risée de la famille. Ensuite, je me suis levée, j'ai payé ma consommation et je suis partie. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une offre d'une entreprise de construction concurrente, Construction Horizon. Ils voulaient que je sois leur directrice des relations clients et de la gestion de la marque.
J'ai accepté et mon nom a été annoncé publiquement sur leur support de relance. J'ai également aidé Construction Horizon à conclure un partenariat majeur avec l'association locale des propriétaires, la même association avec laquelle l'entreprise de mon père travaillait autrefois. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre en ville. Un soir, on a frappé à ma porte. C'étaient mes parents et Hugo. Ma mère pleurait et mon père avait l'air vaincu. Hugo est resté dans la voiture, évitant tout contact visuel. Ma mère a voulu me prendre dans ses bras, mais j'ai reculé. Mon père s'est raclé la gorge et a dit qu'ils avaient besoin de moi. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient qu'il m'arriverait quand ils m'ont mise à la porte alors que je venais de perdre mon travail. Ils sont restés silencieux. J'ai continué en demandant s'ils pensaient que j'allais m'effondrer ou si j'allais simplement revenir en rampant. Hugo est sorti de la voiture, en colère, en disant qu'il faisait des efforts. Je l'ai regardé et j'ai répondu qu'il avait ri quand j'étais humilié et qu'il m'avait traité de honte, donc qu'il ne devait pas me parler d'efforts. Mon père s'est alors excusé. Il a dit qu'il était en colère contre le monde, contre le paysage commercial changeant, et que j'étais devenue la cible de sa frustration. Je l'ai cru, mais la douleur était toujours là. Il a demandé si je pouvais au moins être consultante pendant quelques semaines pour sauver l'entreprise. J'y ai réfléchi un instant. Je les ai regardés sur ma terrasse et j'ai réalisé qu'ils voyaient enfin ma valeur. Mais je savais aussi que je m'étais construit une vie par moi-même. J'ai calmement dit non. Ils sont restés sur la terrasse pendant un moment, comme s'ils espéraient que je change d'avis. Puis ils sont partis. Dans les semaines qui ont suivi, les appels ont continué, mais ils sont passés progressivement de supplications désespérées à des messages plus émotionnels. Ma mère a laissé un message vocal disant que la maison n'était plus la même sans moi. Mon père a envoyé un SMS admettant qu'il avait été trop dur avec moi. Des mois plus tard, j'ai croisé ma mère au Monoprix. Elle avait l'air fatiguée et plus mince. Elle m'a demandé si j'étais heureuse. J'ai répondu que j'étais en paix. Elle m'a dit que l'entreprise avait survécu, mais qu'elle était beaucoup plus petite. Mon père avait vendu du matériel et pris un associé pour améliorer les opérations. Hugo avait pris un emploi dans un autre cabinet. Elle a demandé si je pensais qu'il y aurait un jour un moyen de revenir dans la famille. Je lui ai dit que certaines portes ne se rouvrent pas facilement. Elles se rouvrent quand les gens de l'autre côté ont vraiment changé. Elle a pleuré un peu, et j'ai ressenti un pincement au cœur. Mais je savais que j'avais appris une leçon précieuse. Le besoin n'est pas synonyme d'amour, et j'étais enfin libre de vivre ma propre vie. Cette histoire nous rappelle cruellement que la valeur d'une personne ne doit jamais être définie par son titre ou par la perception superficielle de son entourage même s'il s'agit de sa propre famille. Dans le contexte actuel où le télétravail et les métiers du numérique sont parfois encore mal compris par les générations précédentes, Camélia illustre parfaitement la résilience nécessaire pour s'imposer face aux préjugés. Le comportement de Jean-Pierre et Béatrice reflète une triste réalité où l'ego et l'apparence prennent le dessus sur l'affection sincère. En France, le milieu du BTP est souvent perçu comme un secteur de terrain très traditionnel, ce qui rend le choc culturel entre le père et la fille encore plus frappant. La réussite de Camélia chez Construction Horizon prouve que la compétence finit toujours par briller, mais elle souligne aussi qu'il est parfois nécessaire de couper les ponts pour se retrouver. La fin de l'histoire nous laisse sur une réflexion profonde concernant le pardon et la reconstruction personnelle. Est-il possible de pardonner à ceux qui ne nous ont aimés que par intérêt ou par besoin? Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous accepté d'aider votre famille après une telle humiliation ou auriez-vous agi comme Camélia en privilégiant votre paix intérieure? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos expériences sur la dynamique familiale et la